RDS.com. Retour sur Radio Pirate Live. Karim Elayoubi du Parti conservateur du Québec qui ont eu un gros week-end puis ils ont fait de grosses annonces, entre autres, sur le système de santé. Éric Duhem a dit le système de santé est malade et il nous faut un remède. Et c'est le docteur Elayoubi qui, bien sûr, en charge de tout le côté santé, qui est le gros sujet puis qui va être encore le sujet, pour l'impression, des années à venir au Québec. Mais juste avant, Karim, juste nous rappeler exactement ton nouveau rôle. Je pense que ton rôle est plus grand que jamais dans le Parti conservateur. Parle-nous un peu de cette nouvelle structure que vous avez pensée avant qu'on parle de la santé en tant que telle. Oui, ben salut Jeff. Merci pour l'invitation encore. Ça me fait grand plaisir d'être là. Mais salut Jerry, salut Mr. White. Oui, écoute, on est sorti pour... juste avant d'en parler, là, comme tu dis, mon nouveau rôle, c'est directeur de la commission politique. C'est-à-dire, je m'occupe encore de la santé. C'est encore moi qui pilote la santé, mais je suis entouré d'autres individus également en santé. On recrute donc, je suis encore le leader du comité santé qu'on est en train d'en reformer. Un nouveau, là, on veut en former un plus gros pour avoir des propositions qui sont encore plus étudiées que la dernière fois. Mais Éric, il m'a nommé le directeur de la commission politique. C'est quoi ça, la commission politique? C'est-à-dire, bon, t'as la façon que ça fonctionne, la hiérarchie dans le parti, ben t'as le congrès qui est souverain. Là, c'est pas les gens pensent que c'est le chef qui est souverain, qui fait tout ce qu'il veut. Non, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est que le chef à chaque congrès doit se soumettre à un vote de confiance du Congrès, c'est-à-dire des membres, puis les propositions qu'on amène sont votées par les membres. Donc, tout part des membres. Après ça, c'est le chef. Le chef, lui, peut nommer différents individus au sein du bureau exécutif national, dont par exemple, directeur exécutif qui s'occupe plus de l'organisation, directeur également de l'organisation des événements. Ça, c'est Olivier Dumais qui a été nommé de Beauce-Nord, que tu connais probablement. Et directeur de la commission politique, ben c'est moi. La commission politique, qu'est-ce que ça fait en réalité? C'est que les grands axes sont amenés par le chef, c'est-à-dire les grandes tendances du parti. Puis le directeur de la commission politique, lui, il faut qu'il coordonne ça et qui fasse en sorte qu'au prochain congrès, à la prochaine élection, ultimement, qui développe les idées. C'est-à-dire, mon rôle, c'est de recruter des gens, des experts dans différents milieux, que ce soit en environnement, en énergie, en santé, en éducation, former la commission et former des comités pour accoucher finalement au Congrès des propositions. Donc, si les idées sont tout croche, ben c'est sur moi qu'il faut taper ultimement. OK. Donc, on voit que le parti s'est donné une structure là, pour, comme il disait, devenir plus professionnel puis plus organisé que jamais. Tombons dans la santé, Karim, beaucoup de choses on en jase énormément de santé encore. Ce matin, il y a des histoires sur... on compare l'opération de Cole Caulfield qui, lui, va aller au Colorado, mais qui aurait pu prendre un médecin spécialiste dans le privé, puis qui aurait pu avoir cette opération-là pour quelques milliers de dollars. Je pense que c'est aux alentours de 15 000. Puis on voyait le nombre d'opérations qui sont faites par les gens qui arrangent là, toutes ces affaires-là, les hanches, les genoux, les épaules et tout ce que tu veux, parce que c'est la liste la plus longue, et vu que ce sont des gens qui... leur vie n'est pas en danger. C'est les gens qu'on met le plus sur la ligne d'attente. Puis ces gens-là, finalement, ne sont pas opérés. Donc, si vous êtes un jeune qui a une opération à avoir à l'épaule, comme celle de Cole Caulfield, et que vous êtes au Québec, ça se peut que ce jeune-là ne joue pas au hockey pendant 1 an et demi, peut-être même 2 ans, à moins qu'il décide de payer dans le privé pour dire, écoutez, là, j'ai besoin de cette opération-là. Et au Québec, je pense que c'est aux alentours de 24 000 $ pour l'opération. C'est cher, mais pour des jeunes ou pour des gens qui en ont besoin, soit pour leur travail, ils n'ont pas le choix parce que l'industrie ne le fait pas. Et le nombre, moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est le nombre d'opérations qu'un médecin à Montréal fait dans le privé versus ce qu'il fait dans le public. Puis je vais essayer je suis en train de fouiller le texte en question. Je pense que j'ai un nombre ici. Donc, c'est des opérations à la hanche. Il en fait 1200 en 2022 au coût de 24 000 $. Et s'il était au privé, pas au privé, au public, il en ferait quasiment pas. Et ça
Ça me rappelle mon voisin, mon chum Yves, qui malheureusement, à mon âge, 55-56 ans, qui lui aussi fait des hanches et des genoux, va prendre sa retraite prochainement parce qu'il dit « Je n'opère pas. Ça veut dire que je suis cédulé pour opérer, mais j'ai jamais de personnel pour opérer. J'ai énormément de frustration. Il n'y a rien qui fonctionne. » Comment on fait pour régler tous ces problèmes-là, à commencer de celui qu'on vient de parler? Excellente intro, Jeff. Écoute, c'est sûr, tout ce que tu dis est vrai là, dans le sens que c'est sûr que pourquoi il y a tant de pays sur la planète qui ont décidé, en passant là, des pays de gauche, là, des pays très, très sociaux-démocrates, qui ont décidé d'incorporer quand même de façon assez significative le privé en santé. C'est pas parce que c'est des gens qui, anthropologiquement parlant, ont une grande admiration pour le privé. C'est pas ça. C'est qu'ils se sont rendus compte ils sont pragmatiques, puis ils se sont dit, oh, même si on est de gauche, on peut quand même être pragmatique et se dire, oui, notre système est en train de s'effondrer, il y a un vieillissement de la population, il faut aller vers des mesures qui sont plus efficientes, qui sont plus efficaces. Pourquoi dans le privé, souvent ça va être plus efficace, ça va être plus efficient? Pas toujours, mais pourquoi là, la plupart du temps? C'est parce que les gestionnaires sont imputables. On s'entend quand tu es dans une entreprise privée, souvent il y a moins de gestionnaires. Il y en a qui vont me dire des multinationales, il y a beaucoup de gestionnaires. Non, je parle pas de ça. Donc, souvent, il va y avoir moins de gestionnaires et ils vont être imputables et ils sont sur une chaise éjectable. Juste ça, en partant, ça fait une bonne différence, on s'entend. C'est pas que les êtres humains sont meilleurs d'un côté ou sont meilleurs de l'autre. Souvent, ça peut être les mêmes là, qui transfèrent d'une place à l'autre. Mais l'imputabilité et le fait d'être sur une chaise éjectable, ça change quand même beaucoup la dynamique de gestion. On s'entend? Et aussi, tu as une volonté de faire du profit. Donc, avec la volonté de faire du profit, tu veux rentabiliser les choses. Et là, le rôle de l'État, il est où? Puis le rôle des autres professionnels est où? C'est pour être sûr que ce soit pas fait de façon tout croche puis que les soins soient bons. Mais ça, on a déjà une mécanique pour ça là, au Québec. Là. On n'a pas à s'inquiéter de ça. Les autres professionnels sont quand même très rigoureux. Même des fois, ils vont quand même loin. Donc, les patients vont être protégés. Là, que tu sois un médecin ou une infirmière au privé ou au public, faut que tu fasses face à ton autre professionnel si tu fais du malpractice, on s'entend. Donc, inquiétez-vous pas avec ça, on n'est pas là du tout. Et les solutions que nous, on a amenées, faut s'entendre, là, il y a des gens qui m'écrivent des fois, là, puis qui me disent « vous avez oublié tel point, tel point ». Le but, c'était pas d'être exhaustif puis de faire une nouvelle plateforme 2.0. Là. Ça va aller au congrès, puis ça va aller ultimement dans 4 ans. Mais c'était de sortir rapidement avec ce qui est un peu chaud dans l'actualité, parce que ce que la CAQ avait proposé, c'est comme une nouvelle structure. Donc, nous, on s'est dit, non, on va renchérir, on va dire, on va présenter des solutions qui sont quand même plus concrètes que ça. Puis quand on regarde les 6 solutions qu'on a présentées, moi et Éric, sur la colline parlementaire, c'est la première, là, elle est, là, on parle même pas de privé, là. La première, on parle de quelque chose là, qui peut être fait très rapidement, c'est d'élargir l'étendue des ordonnances collectives. Au sein des urgences et de la première ligne de façon générale. C'est quoi les ordonnances collectives? C'est-à-dire donner la possibilité à des infirmières qui ne sont pas des super infirmières, pas des praticiennes spécialisées, parce que celles-ci sont autonomes, mais à d'autres infirmières, pour des cas qui sont relativement simples, comme par exemple une otite, une pharyngite, une exacerbation aiguë de Mpox, c'est-à-dire une bronchite, à la limite, là, une pneumonie non compliquée. On peut discuter. Une sinusite, là, souvent, on va avoir une grippe, on l'étire, elle devient une sinusite. On a besoin d'avoir des antibiotiques parce qu'on sait que c'est ça. Exact. Mais la différence avec ça, c'est que, disons que toi, Jeff, tu t'en vas à l'urgence, OK? Parce que tu n'as pas de médecin de famille, tout ça. Puis, voilà. disons que tu vas à l'urgence. Puis là, tu as mal à la gorge, tu ouvres ta bouche, on voit... c'est rouge dans ta gorge, il y a des sécrétions. L'infirmière peut très bien suivre son ordonnance collective qui est basée sur les recommandations de l'INES, en passant, qui sont très bien détaillées pour le diagnostic et le traitement. Et au lieu de remplir la feuille de triage, de la donner au médecin, puis le médecin fait juste corroborer le diagnostic, puis le patient a attendu 12 heures, après 15 minutes dans la salle de triage, au lieu de remplir la feuille du médecin, une feuille puis la donner au médecin, elle te donne ta prescription, tu t'en vas à la pharmacie 15 minutes au lieu de 12 heures. Tu sais, c'est quelque chose de quand même très concret. Et pourquoi on le mentionne, c'est que tout ça existe déjà au Québec, mais dans des endroits où est-ce qu'il y a moins de population, où est-ce qu'on c'est peu peuplé, comme dans le Grand Nord. Dans le Grand Nord, les infirmières font beaucoup, beaucoup plus de choses qu'en ville. C'est pas qu'ils sont plus compétents, c'est que comme il n'y a pas de médecin, ils sont obligés. Donc, on pourrait faire ça et et ça, c'est pas une charge supplémentaire de travail nécessairement. Ça serait pas nécessairement plus long de faire ça, parce que je t'ai expliqué comment ça fonctionne. Donner une feuille de triage au médecin versus donner la prescription au patient.
il y a des infirmières qui sont tout à fait qualifiées pour le faire. Donc ça, je te dirais, ça c'est notre première proposition. L'autre proposition, c'est de mieux utiliser les pharmacies. Parce que qu'est-ce qui se passe? J'avais parlé quand même beaucoup là, durant la campagne à des gens de pharmacie, dont des gens de l'Association des pharmaciens propriétaires du Québec et des gens de l'ordre aussi. Le problème en pharmacie, c'est pas que la profession n'est pas décloisonnée. Les pharmaciens, à travers les lois 31 et 41, peuvent aller quand même assez loin pour désengorger la première ligne. Mais il y a deux problèmes. L'incitatif est pas là. Premièrement, c'est que leur conseil n'est pas rémunéré à titre individuel. Donc là, tu leur donnes pas l'incitatif, c'est suffisant. Et deuxièmement, donc nous, on voudrait rémunérer le conseil du pharmacien. Ça ne fera pas exploser les coûts du système. Parce que si tu es traité par le pharmacien, à travers les lois 31 et 41, des choses que son ordre professionnel reconnaît qu'il a les compétences de faire, ben, tu iras pas voir un médecin après. Donc, à partir de ce moment-là, tu risques même potentiellement de faire sauver des coûts au système parce que son honoraire va peut-être être un peu moins élevé que celui du médecin ou du moins de faire ça à coût neutre. Ça, c'est l'autre proposition. Mais aussi, il faut décharger les pharmaciens parce que là, au Québec, il n'y a presque pas d'assistante technique en pharmacie de niveau collégial pour décharger le pharmacien de certaines tâches, de plusieurs tâches cléricales. Donc ça, il faut en former au PC très rapidement et ça peut contribuer à désengorger la première ligne. L'autre affaire, là, on s'est fait un peu plus étatique. Il y a des gens qui n'aimeront pas ça, mais des fois, ça prend des traitements chocs. C'est que on s'est dit faut mettre fin au temps supplémentaire obligatoire et le faire de deux façons. Ça, on l'avait déjà proposé de le faire par des méthodes structurelles en décentralisant le réseau de la santé, donnant la possibilité aux infirmières de faire leur horaire localement et également que les gestionnaires qui prennent les décisions non seulement sont imputables, mais ils sont sur place. Donc ça peut aider par la bande à mettre fin au TSO, mais le problème, c'est que le TSO, il est tellement implanté de façon structurelle dans l'organisation au Québec que je crains que si tu mets pas un échéancier, si le ministre met pas un échéancier puis dit, regardez, là, les gestionnaires, on va vous donner la mécanique pour le faire, on va vous aider dans tout ça, mais à partir d'ici 18 à 24 mois, il faut que ce soit terminé. Et à chaque trimestre, il faut diminuer graduellement le nombre d'heures autorisées. Oui, parce que si on le fait là, Karim, si on le fait là, on va se ramasser avec des chiffres qui n'auront pas de monde. Exactement. Non, exactement. C'est en plein ça. Mais à un moment donné, il faut l'arrêter parce que quand tu parles aux infirmières, la première chose qu'ils disent souvent, oui, tout le monde aimerait ça avoir un meilleur salaire, mais c'est même pas ça qui est le nerf de la guerre pour elles à l'heure actuelle. C'est vraiment parce que le temps supplémentaire obligatoire, ce qu'il faut comprendre, Jeff, c'est que, mettons que tu es supposé de finir à 4 heures. C'est pas que tu es sur le qui-vive, OK? Donc, tu sais pas, on peut te le dire à n'importe quel moment. C'est pas volontaire. Et c'est pas que tu vas finir à 6 heures, 6h30, c'est que tu vas finir à minuit. Tu sais, on s'entend que... non, c'est pas humain. C'est pas humain. Quand tu es rendu, tu sais, la profession de soins infirmiers, c'est pas un sacerdoce que tu fais non plus, là, de vouer toute ta vie. Non. Écoute, moi, je suis ouvert. Puis je pense que j'ai parlé avec des gens qui le sont. Les autres sont ouverts. Dans le temps supplémentaire, sont ouverts à faire plus de jours. Tu sais, dans le sens que, mettons, ils ont un horaire, ils travaillaient 4 jours semaine ou une semaine 4 jours, l'autre semaine 3 jours. Ils sont prêts à faire un chiffre de 12 heures, ce que d'autres provinces font. Donc, des chiffres plus longs. Ils sont même prêts à faire une journée de plus que la semaine habituelle de temps en temps. Mais 2 chiffres back-to-back, c'est carrément inhumain. Mais il y a une ouverture parce que, entre autres, les chiffres de 12 heures, je pense que c'est même pratiqué au Québec dans certains hôpitaux anglophones. Ce qu'on n'a pas du côté francophone. Encore là, ça prend une flexibilité des syndicats et tout, là. Exact. Et là tu as mis le doigt ici. C'est que les chiffres de 12 heures, c'est un peu... Et là, ça va être aux infirmiers, aux infirmières de s'arranger entre eux, entre elles, à savoir est-ce qu'ils veulent faire des 12 heures plus comme ils font en Ontario. Je pense que ça leur appartient. Mais il faut à un moment donné qu'il y ait un échéancier qui soit mis, puis graduellement, on mette fin à ça parce que tu as beaucoup d'infirmières qui quittent le réseau en raison de ça. Et tu en as beaucoup qui seraient intéressés à revenir dans le réseau. Moi, je suis pas dans le genre à dire on va abolir les agences privées. Les agences privées ne sont que l'inéluctable résultat d'un système que l'employeur est un employeur tout croche et mauvais. Voilà. Je veux dire, c'est ça. Donc, de dire que tu vas passer une loi pour interdire les agences privées, mais ce n'est pas de régler le problème à la cause. C'est comme si tu as une hémorragie, là, puis c'est une artère qui saigne.
et tu te dis, tu es un médecin, là, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de formation continue, disons, là, on va mettre un plaster là-dessus. Ben, je vais te dire une affaire, là, ça va gonfler en dessous, puis ça va exploser à un moment donné. Il faut traiter le problème à la cause. Donc, nous, c'est pour ça, et on est super ouvert à de quelle mécanique on va l'utiliser. C'est-tu plus 18 mois, c'est-tu plus 24 mois, peu importe. On est ouvert aux idées, mais faut mettre fin à cette entité-là. L'autre point, c'est... Karim, juste un petit mot, juste en revenir rapidement par rapport aux pharmaciens. Tu sais, pendant la période COVID, puisqu'on parle d'actes médicaux, puis ça que là, tu disais, oui, mais les pharmaciens sont pas, ils n'ont pas d'argent pour ça, en fait de compte. Présentement, ils n'en ont pas pour ça, mais pour le vaccin, ils n'ont eu. Donc, la priorité du gouvernement, là, pendant le temps de la vaccination, le gouvernement voulait que les pharmaciens embarquent. Donc, ils ont payé. Mais pourquoi, là, tu veux, pour les vaccins, ils sont prêts à payer, mais pour les actes médicaux normaux, ils ne sont pas prêts à payer. C'est le bout-là qui est... c'est un super de bon point, Jerry. Il faut rappeler que ça coûtait moins cher vacciner en pharmacie que vacciner au stade olympique. Là. Rappelons-nous de ça quand même. Donc, il y avait vraiment un intérêt à utiliser les pharmacies. Quand tu fais faire des sondages à la population, quel est le professionnel de la santé dont ils sont le plus satisfaits? C'est pas nous les médecins, là, on s'entend. Je pense qu'on fait une bonne job au Québec quand même. Là. Je fais pas du médico-masochisme, là, c'est pas le point du tout. Mais souvent, ça revient dans les sondages chez le pharmacien. Pourquoi? C'est son accessibilité. Mais posez-vous la question encore une fois. C'est l'accessibilité. Comment ça se fait qu'ils sont accessibles? Nationalisez-moi les bannières de pharmacie au Québec, vous allez vous rendre compte. Ça va être le même problème. Ça va faire la file jusque 2 rues plus loin pour rentrer, là, probablement. Oui, exact. Donc, c'est ça. Puis l'autre point, c'était d'augmenter les ententes avec des multiples cliniques privées qui existent déjà pour des chirurgies qui vont au-delà de la chirurgie du genou, de la hanche, de la cataracte. Et aussi, ça pourrait être intéressant en période de virus respiratoire de faire en sorte qu'on n'oblige pas ces cliniques-là à le faire. C'est leur argent, c'est des cliniques privées. S'ils veulent pas, ils veulent pas. Mais d'avoir des ententes pour faire en sorte que la carte d'assurance maladie passe à ces endroits-là en période de crise. L'autre point, et ça, c'est le point qui m'intéresse le plus là, ici, c'est de confier la gestion des hôpitaux à des firmes privées internationales de gestion. Pourquoi? Ah, ça a dérangé les gens. Ça a dérangé du monde. Là. Hey, ça a-tu dérangé du monde? Que ça dérange le monde. Ben là, je reçois encore des messages. Les étrangers, le mot étranger. Les Américains, les Européens, ben voyons donc. Les Cleveland Clinic de ce monde, toutes ces grandes compagnies qu'on voit en bourse, c'est ça leur job. Les gens n'ont pas conscience. Est-ce qu'on laisserait le gouvernement du Québec créer un téléphone pour remplacer votre iPhone? Non. Vous avez un iPhone qui est fait qui a été conçu par des Américains et qui a été bâti par des Chinois, puis toutes sortes d'intervenants dans le milieu qui viennent de plein de pays dans le monde, mais il n'y a pas grand-chose qui vient de chez nous, et vous l'avez, vous êtes bien content. Mais quand ça arrive, ces soins de santé, quand tu lui dis, il y a des gestionnaires et des compagnies qui sont spécialisées là-dedans, qui sont sacrément meilleurs que le gouvernement pour opérer un hôpital, je ne sais pas c'est quoi ce côté religieux-là qui fait peur aux Québécois, mais c'est incroyable. La peur de l'étranger. Et j'explique encore une fois, là, c'est-à-dire, pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas l'expertise à l'heure actuelle au Québec. Moi, j'en connais pas là, des compagnies spécialisées là-dedans au Québec qui rivalisent avec, comme tu dis, les Cleveland Clinic ou en Europe, les Capio, les Ramsay. J'ai cherché, j'en ai pas trouvé. Et à partir de ce moment-là, ça veut pas dire, on donnera pas un contrat de 100 ans comme certains l'ont fait avec McKenzie. Là, c'est pas ça la question. Puis, inquiétez-vous pas. Là. Moi, je reçois du message avec McKenzie. McKenzie sera jamais intéressé à postuler pour gérer Maisonneuve-Rosemont. Là. Oubliez ça. On n'est pas là pantoute. C'est des compagnies qui sont spécialisées en la matière. Et l'intérêt de ça, c'est qu'à un moment donné, c'est sûr que si tu es fait venir, puis eux, ils nous font part de leur expertise, comme en Europe, par exemple, tu peux avoir en Allemagne une compagnie suédoise ou en Suède une compagnie française qui va gérer un hôpital. Les Européens sont très ouverts là-dessus. Et donc, nous, ça peut, que ce soit une compagnie américaine, que ce soit une suédoise, une compagnie danoise, une compagnie allemande, on s'en fout, là. On veut que l'hôpital soit géré. Et inquiétez-vous pas, là, ça va parler français dans l'hôpital, ceux qui sont inquiets de ça. Bon. Et après ça, ça peut faire en sorte que tu as une expertise qui se crée au Québec parce que tu vas avoir des jeunes gestionnaires québécois qui vont œuvrer puis qui vont voir la façon de gérer de ces compagnies ultra spécialisées-là. Et à partir de ça, tu peux avoir des Québécois qui décident de se partir une start-up et dire, ben nous, on voudrait avoir notre compagnie de gestion. Voilà, c'est exactement ce qui va arriver.
Bon, c'est exactement ce qui va arriver. Ben oui, ben oui. Est-ce que les Québécois sont là-dessus? L'histoire de McKenzie, moi aussi, je l'ai entendu. Là. Je pense qu'ils ne comprennent pas. Là. McKenzie, c'est des faiseux. Là. C'est des gens un peu comme des firmes comme au Québec national, des patentes de même, des gens de gestion de crise, puis des pousseux de PDF avec des stratégies, puis des ci, puis des ça. Là, c'est pas de ça qu'on parle. Là. Puis on parle de gens spécialisés depuis pas des années. Les autres, ils opèrent des vraies affaires. Ils opèrent du monde avec des médecins, des salles d'opération, des ambulances qui rentrent. Il y a des concierges qui nettoient les chambres. On parle de vrais gestionnaires, pas des gens qui sont en train de vous envoyer un email pour vous dire comment présenter telle affaire puis comment faire ça. Ça, c'est des faiseux. Là. Ça, c'est pas pareil. Ça, McKenzie, puis toutes ces firmes-là, c'est des faiseux. Mais ça, là, c'est des opérateurs d'hôpitaux. C'est pas pareil du tout, là. Ah non, on est à des années-lumière. C'est pas... Ces compagnies-là, leur rôle, c'est pas de donner des conseils au gouvernement en matière de communication pour telle gestion de crise. Ils sont pas là pantoute, là. Eux, en réalité, là, le gouvernement, le ministre, il est même pas supposé de connaître là, le nom là, des gestionnaires qui sont là. Il va connaître celui avec qui il va négocier. Puis le ministre est même plus, une fois là, que les choses sont mises en place, que les règlements ont été balisés par le gouvernement, que les ententes sont signées, le ministre est même plus supposé de s'occuper de ça. Pantoute, ils sont supposés de pas bien communiquer ensemble. C'est ça l'objectif. Puis le rôle de l'État, encore une fois, c'est les grands axes, puis s'assurer que tout le monde soit soigné, tout le monde soit assuré. Et ce qu'il faut faire avec ça, c'est pas donner carte blanche à ces firmes internationales-là, c'est de mesurer leur impact. Tu mets des facteurs de mesure, c'est-à-dire, quand tu regardes un peu Capio en Suède, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des facteurs de mesure par rapport à l'hôpital qui gère à Stockholm et ils comparaient aux hôpitaux publics. C'est-à-dire que, et parmi les facteurs de mesure, oui, tu as délai des attentes dans les urgences, délai des attentes pour voir un spécialiste, combien ça te coûte. Eux, ça leur coûte 10 % moins cher, sont financés 10 % moins que la moyenne des hôpitaux publics à Stockholm. Donc, c'est quand même assez intéressant. Tu vois qu'il y a une efficience dans le processus. Et également, quelque chose qui est assez important, ils mesurent la satisfaction des patients. Chose que dans le public, on a moins tendance à faire. Mais ça, c'est une mesure. Et là, quand tu compares, c'est sûr que si tu as des délais d'attente qui sont moins longs, mais tu te rends compte que quand tu mesures avec des échelles spécialisées à cet effet-là, la satisfaction des patients, puis là, tu te dis, les patients sont pas satisfaits, ils attendent pas longtemps, mais ils sont pas satisfaits. Là, tu peux te questionner sur les soins, puis tu peux intervenir, puis dire qu'est-ce qui se passe. Mais c'est pas ce qui s'est passé du tout ensuite. Donc, faut mesurer. C'est pas juste on donne ça, puis finalement, on s'en mêle pas. On mesure, et c'est la meilleure façon d'arriver à une décentralisation, parce que ces entreprises-là vont être en mesure de nous montrer une mécanique efficiente de décentralisation, selon moi. Puis il y avait un dernier point que je voulais amener, mais ça, c'est à plus long terme. C'est comment tu veux faire pour désengorger le réseau de la santé puis inciter des investisseurs locaux, étrangers, à investir leur capital financier et intelligent dans le réseau de la santé pour augmenter l'offre overall. Ben, on se rend compte un peu à l'international, tu peux pas avoir un assureur monopolistique parce que les gens sont très peu intéressés d'investir à ce moment-là. Faut que tu donnes la possibilité aux gens d'avoir ce qu'on appelle l'assurance duplicative. On s'entend que tout le monde est assuré. Mais toi, Jeff, tu pourrais choisir une assurance privée ou l'assurance de l'État. Tu peux choisir l'un ou l'autre. Et ça te donne une perspective d'étendre ton réseau de la santé. Mais ça veut dire, Karim, on a déjà jasé, ça veut dire que quand je paie mes impôts, parce qu'il y a un paquet de choses qu'il va falloir savoir là-dedans. Là. Quand on va comparer l'hôpital public et l'hôpital privé, il va falloir savoir combien l'hôpital public coûte. Là, on ne sait même pas le nombre d'employés. On ne sait pas les vraies attentes dans les urgences. On nous dit qu'on va le savoir bientôt. On ne sait pas combien ça coûte pour vrai. Des fois, on est capable de charger un étranger qui vient. Mais est-ce que c'est le vrai prix? Parce qu'on n'a pas tout chargé ce qu'on appelle l'overhead, l'administration, le ministère, le ci, le ça. Donc, on n'a pas vraiment d'idée. Puis, dans les assurances, moi, il faut que je sache par mois, pour ma famille, dans nos impôts, ma blonde puis moi, on fait le même rapport d'impôts. Je dois savoir, dans mes impôts, combien je paie pour le système de santé. Donc, si on me dit, sur tes impôts, toi, tu as payé, mettons, 7 900 $ pour ta famille, ou 15 000 ou 12 000,
Puis c'est le montant pour tout le monde en passant. Là. Ça ne devrait pas être géré en fonction des salaires. Ça devrait être en fonction de ton risque avec ta santé, ton poids, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu fumes pas, etc. Puis à partir de là, ben, s'il y a une compagnie étrangère ou encore locale qui veut me faire une offre d'assurance santé, il faut que je sois capable de comparer les deux pour prendre ma décision. Oui, au niveau des options qu'elle m'a données, au niveau luxe et ces choses-là, mais surtout au niveau du prix aussi. Ah ben oui, il faut absolument. Et il faut que ton crédit d'impôt, c'est-à-dire que la portion que tu paies pour la RAMQ, autrement dit, là, la portion d'impôt que tu paies en santé, toi et l'ensemble de ta famille, parce que ça serait probablement, là, c'est souvent des assurances familiales, il faut qu'on te le déduise d'impôt. Naturellement, il faut connaître ce chiffre-là. Ce chiffre-là, à l'heure actuelle, combien un particulier, combien tu vas sortir de ta poche en impôt pour le système de santé? Oui, c'est faisable. C'est tout à fait, on peut le savoir. En tout cas, moi c'est moins. Oui, mais est-ce qu'on aura le vrai d'expertise? Tu le demanderas peut-être à Yann Sénéchal, il est meilleur que moi là-dedans, là, mais je suis persuadé là, qu'un actuaire peut te faire le calcul assez facilement. Mais est-ce qu'ils vont nous donner le vrai chiffre? C'est-à-dire que si, mettons, vous avez 2 bons salaires qui rentrent dans la maison, chacun gagne 100 000 $, il y a 200 000 de revenus qui rentrent, comparativement à 2 revenus de 50 000. En principe, de ce que je comprends avec le système actuel, le montant des deux donné à la santé n'est pas le même. C'est-à-dire que celui qui gagne 100 000, puis qu'en ce moment, le système de santé où il n'y a pas de médecin, il est en attente d'une opération à un genou depuis 1 an et demi. Pourtant, il paye des impôts comme ça se peut pas. Oui. 50 % de ses impôts qu'il paie au provincial et 50 % du montant en taxes qu'il paie en taxes de vente sur tout ce qu'il consomme s'en va probablement dans le système de santé. En tout cas, pas loin de 50. Mettons, allons-y à 40 là, pour faire plaisir à tout le monde pour être sûr de dire les chiffres plus proches de ce qu'ils sont. Là. Plus que, mais tu comprends mon point, c'est que en ce moment, ce n'est pas c'est pas comme une tu sais, moi, quand je parle à des Américains, mettons, c'est une assurance privée qu'ils prennent à 100 %. Bon, ils vont dire, ça nous coûte, notre famille, ça nous coûte 750 $ par mois. Là, si, mettons, il y a un employeur d'impliquer là-dedans, ça tombe à 350, 400 $, etc. Mais nous, c'est pas ça, là. Nous, c'est pas tout le monde paie à peu près 500 $ par mois pour la famille ou 1000 $ par mois. C'est en fonction des revenus. Donc, si vous gagnez, puis là, tantôt, j'ai dit 100 000, mettons que les gens, c'est 2 bons salaires de 75 000, on sait que, moi, je pense que ces gens-là vont se faire avoir. Ils vont se faire dire, « Oh non, mais ton assurance santé, elle devait coûter 5 000 $ par année. » Mais non, c'est pas vrai. Tu m'as chargé dans mon assurance santé à peu près 14 000 $ à 15 000 $ par année depuis 20 ans. Je ne sais pas si tu saisis un peu ma réflexion là-dessus. Je comprends très bien ta thèse ici. Ben, c'est que probablement que l'assurance que tu vas contracter dans le privé, ça sera pas nécessairement aussi cher que l'ensemble des impôts et des taxes que tu paies en santé et au fédéral et au provincial. Bon, non, parce que quand tu regardes un peu là, t'as à peu près là. T'as un peu plus de 40 % du budget qui va en santé. Donc, quand tu regardes là, avec tes taxes et tes impôts, il y en a vraiment beaucoup. Mais tu sais, c'est sûr que d'un autre côté, on ne peut pas te déduire la totalité de tes impôts en santé parce que tu sais, on vit quand même dans un endroit où est-ce qu'il y a une partie d'impôts qu'il faut qu'il y ait pour le filet social, entre guillemets, mais que ton assurance que tu contractes avec le privé, qu'elle puisse être déductible d'impôts. Maintenant, c'est un débat à savoir dans sa totalité ou en partialité. C'est un débat à avoir, disons. Il faut qu'il y ait des crédits d'impôt qui soient significatifs. Hey, Karim, je t'arrête tout de suite. On est rendu au bout pour Radio Pirate Live. Ce qu'on va faire, c'est que si vous voulez avoir plus de Karim, venez sur Radio Pirate Prime parce qu'on va jaser avec Karim un peu plus justement de ces points-là. Parce que c'est des points importants quand même parce que c'est des changements gros. Il faut que tout le monde embarque là-dedans. Donc, ça prend faut bien comprendre toutes les choses parce que les gens sont très nerveux quand on parle d'assurance. Puis le point important, c'est tout le monde aura une assurance. Et à partir de là, il y a plein d'options, il y a plein de choses qu'il faut discuter. On vient dans un instant sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. Ah, mes chers auditeurs. Radio Pirate. On est avec Karim El-Ayoubi pour les gens qui sont sur Prime. Pourquoi était dans le système? Pourquoi
des choses aussi simples et qui pourraient être aussi efficaces et qui pourraient aider, en tout cas, en bonne partie, ça pourrait nous aider pas mal. Pourquoi c'est pas fait? Bonne question. Écoute, parce que lorsque tu regardes et tu veux donner, parce que les gens ont l'impression que ce qui fait en sorte à l'heure actuelle que les professions ne sont pas décloisonnées autant que dans certaines provinces canadiennes, pas autant que dans plusieurs autres pays de la planète. Ils ont l'impression que c'est les médecins qui mettent des bâtons dans les roues. Je peux vous garantir, on n'est plus là du tout, là. Lorsque et des médecins qui seraient en défaveur qu'une infirmière puisse traiter une pharyngite à l'urgence, là, à l'heure actuelle, dans le réseau, ils seraient vraiment pas bien vus par ses collègues. Je peux vraiment vous le garantir, on n'est pas là du tout. Et avant que les médecins manquent de travail, parce qu'il y a d'autres professionnels de la santé qui prennent des cas plus mineurs, je peux vous dire qu'on a beaucoup, beaucoup de listes d'attente à passer, puis beaucoup d'heures d'attente dans les urgences à passer à travers. Donc, vraiment, on n'est pas là du tout. Maintenant, il faut que lorsque tu décloisonnes les professions et faut que tu donnes les incitatifs nécessaires aux autres professionnels pour accepter, parce que lorsque tu donnes plus de pouvoir, tu donnes également plus de responsabilité. C'est-à-dire, si tu décides de faire un acte médical que le ministère de la Santé t'autorise à faire, que ton ordre professionnel t'autorise à faire, parce que tu as la compétence. T'es redevable. Il y a quelque chose qui peut arriver, t'es redevable, exactement. Donc là, il faut quand même que les entités, que ce soit infirmières, pharmaciens, l'acceptent. Pour ça, ça prend des incitatifs. On en avait parlé sur le live. Par exemple, le conseil du pharmacien n'est pas rémunéré à titre individuel, donc tu diminues quand même son incitatif. Et il n'y a pas beaucoup, il y a à peu près pas là, en province, de techniciennes en pharmacie de niveau collégial pour le décharger de d'autres tâches plus cléricales. Bon, ça c'est un point. Maintenant, il y a le point, il faut que les syndicats soient d'accord également. Tu sais, c'est toujours là, les ordres professionnels, les syndicats, le ministère de la Santé, l'opinion publique. C'est beaucoup comme ça, là. Un politicien doit gérer avec tout ça en même temps. Et c'est pour ça que c'est ça que je me suis rendu compte en rentrant en politique, tu marches sur des œufs tout le temps. C'est parce que si tu dis une chose, on en avait parlé sur le live, là, si tu dis que tu veux confier certains hôpitaux à des firmes étrangères de gestion privée, ben là, il y a du monde qui vont t'arriver qui disent que tu veux que McKenzie rentre dans tout ça. Bon, OK. Là, il faut que tu fasses attention. Et là, il faut que tu rassures de ce côté-là. Puis, d'un autre côté, il y en a qui vont dire tu veux faire payer avec la carte de crédit. Mais non, on veut pas faire payer avec la carte de crédit, c'est pas ça. Fait que là, il faut que tu rassures de ce côté-là. Si tu parles de décloisonner les professions, ben t'en as qui vont dire ouais, ben vous voulez décloisonner les professions, mais nous, on a déjà assez de jobs de même. Puis on voudrait être payé plus pour le faire parce que naturellement, si on engage notre responsabilité professionnelle, ben on veut avoir quelque chose. Vous ne pouvez pas juste nous dire avec le même salaire et avec les mêmes conditions, vous nous en demandez plus. Donc, il y a ça. Et il y a toute la perspective. Donc, tu joues en tant que politicien, c'est ça la grande difficulté. C'est un métier qui s'apprend à la politique. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont plus doués que d'autres comme tel. Eric est quelqu'un qui est doué pour parler, mais amener des idées qui sont, on s'entend là, sur l'ensemble de la planète, c'est pas très controversé là, la plateforme du PCQ, on s'entend. Là, c'est pas, on est vraiment pas dans la droite avancée, on s'entend. Mais juste au Québec, d'aller sur la place publique, ça prend quelqu'un qui est très habile. Eric, il a cette habileté-là, et malgré qu'il a cette habileté-là, il était extrêmement critiqué. Donc, pourquoi la CAQ va pas avec des petits... Pourquoi Christian Dubé, il va pas? Moi, je suis persuadé que les idées qui sont mentionnées à l'heure actuelle, je vois mal en quoi il pourrait être en désaccord. Malheureusement, quand Éric a rencontré François Legault, il m'avait demandé d'y aller avec lui, mais je pouvais pas, je travaillais. Donc, j'ai pas été témoin de ce qui s'est dit. Éric m'en a parlé après, tout ça. Il semblait pas fermé à l'idée du privé en santé, des 2 hôpitaux. Est-ce que ça va se faire? De quelle façon ça va se faire? Ça va être assez intéressant de le voir. Puis quelle forme de privé ça va être exactement? Est-ce que l'État va encore avoir les 2 mains là-dedans? Ben ça, il y a une possibilité. Là. Ça va-tu être du privé ou ça va être du privé un peu domien? Je le sais pas. Là. Il va falloir voir. Mais donc j'ai essayé de te faire une esquisse un peu de la difficulté d'amener des réformes puis d'amener des politiques publiques. À travers là, les différents axes qu'un politicien mais c'est clair que ça prend du courage. Ça prend du courage. Oui. Ça prend du courage. Changer un système, puis surtout que tu sais que tu vas avoir les médias contre toi,
Mais si tu n'es pas courageux, tu ne vas pas en politique. Ben, théoriquement, tu ne devrais pas. Si tu décides d'aller en politique, il faut que tu aies du courage, surtout si tu veux faire des réformes. C'est juste si tu veux surfer sur la vague un peu, puis juste gouverner par sondage, puis dire, être un peu là, Parce que la CAQ, et moi j'ai une certaine admiration pour la CAQ, il faut que je l'avoue. Pourquoi? Parce que c'est des maîtres illusionnistes. Ils sont magnifiques à faire ça. Moi, j'aimerais avoir le talent qu'ils ont, là. Et je le dis de façon très candide, là, c'est-à-dire que quand tu regardes un peu, ils ont l'art de pas faire grand-chose, mais de donner l'impression à un Québécois sur 2 qui sont des dieux. Et ça, c'est un art incroyable. Oui. Je sais pas vraiment, là, tu sais, qui les conseille, de quelle façon ils font, de quelle façon vraiment la mécanique opérationnelle. Moi, je les regarde aller puis je vois que, bon, on s'entend, il y a de l'illusion, mais ils ont cette capacité de faire croire qu'ils font vraiment quelque chose quand en réalité, ils font pas grand-chose. J'ai un côté un peu philosophique là-dedans. Là, ça, c'est mon idée à moi. Je pense que le plus grand défi, puis je suis d'accord avec toi, Karim, que Éric Duhaime, il est très convaincant. Là. Il est extraordinaire, Duhaime. Là. Il est extraordinaire. Mais je pense que la plus grosse job, oui, t'as la machine. Oui, t'as les ordres, puis t'as tout ça. Là. Mais je pense que le plus grand défi, c'est de convaincre les Québécois eux-mêmes. Je m'explique. Si tu réussis à mettre dans la tête un Québécois, oui, mais tu vas être assuré pareil. On est assuré. Ton assurance, ta carte soleil, là, ben, t'es assuré. Tu ne perds rien. T'es assuré. Mais le Québécois, lui, s'il sait qu'une personne, son voisin, lui, il a une assurance supplémentaire. Donc, lui, oui, il a les moyens de se payer une assurance complémentaire. Donc, lui, dans sa tête, sa carte soleil, elle vaut moins. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je comprends très, très bien. Oui, je pense que tu as vraiment mis le doigt sur le bobo. Ben, regarde, je vais essayer d'expliquer ce que tu dis. Mais parce que je veux corriger. Mais c'est parce que c'est pas... Mais ce que Karim parle, c'est pas complémentaire. C'est tu prends un ou l'autre. Un peu comme l'assurance médicaments. Tu as l'assurance médicaments privée, puis tu as l'assurance du gouvernement. Donc, c'est pas... Tu as l'assurance de base de l'assurance de santé du Québec, là, l'assurance maladie. Puis après ça, tu rajoutes un genre de plus dessus qui te permet de voir un médecin plus vite, puis de te faire opérer plus vite, d'avoir une plus belle chambre, puis d'avoir des steaks à l'hôpital. Ça, c'est... Mais je comprends très bien ton point. Ton point, c'est... Mais c'est un ou l'autre. Mais enfin, c'est que le un ou l'autre, là, c'est que la carte soleil... Et l'autre personne, elle va te dire, ben moi, j'ai pas l'assurance du gouvernement. Moi, j'ai mon assurance privée. Mon assurance à moi. Oui. À un moment donné, la première page du journal va montrer que quelqu'un qui a eu un problème sur un problème médical lui, a l'assurance privée et il a avantage sur la personne qui a l'assurance publique. Exact. Il est là le défi de mettre dans la tête des Québécois que la personne qui est assurée au privé soit au même pied d'égalité que l'autre. Je comprends là, toute l'histoire. C'est juste une question de perception et de... Je vais le dire je vais dire le mot là, qu'il ne faut pas dire. Là. Le Québécois, c'est un jaloux. Donc, le Québécois est très jaloux. Et si lui, il n'a pas les moyens de se payer l'assurance privée, lui, il a la carte soleil du gouvernement, bien, il est jaloux de la personne. Ah, on le voit, là. Christophe, quand tu as un beau char, le gars, il veut quasiment te le graffiner. Là. On s'entend-tu au Québec, là, ici. Là. Donc, si la personne qui est plus riche a un avantage sur l'autre, ça passe pas. Exact. Puis ça, il y a vraiment... Puis je suis vraiment content que tu amènes ce point-là parce que j'en parle régulièrement, mais je ne l'aurais pas amené spontanément aujourd'hui. Puis c'est vraiment un bon point, Jerry. Excuse-moi, là. Moi, je suis toujours un peu... Je brasse la soupe. Non, c'est bon. C'est bon. Puis c'est un point qui est vraiment intéressant parce que quand je suis allé là, régulièrement... je suis allé récemment dans un congrès plus là, d'économie à New York. Puis ça parlait également de santé. Puis j'ai discuté avec... des Européens là-bas, puis j'expliquais notre vision au Québec, là, de quelle façon on voyait les choses. Puis au Canada, de façon générale, c'est pas juste au Québec, mais pour la santé, c'est vraiment canadien. Et même plusieurs provinces canadiennes
sont à la limite le plus socialistes par rapport au système de santé dans leur vision, parce qu'il y a beaucoup de Québécois, selon un sondage de l'IADM, là, plus de 60% qui sont ouverts à plus de privé en santé. Mais il y a cet aspect un peu de la jalousie, puis il faut en revenir à la nature humaine. Mais nous, je veux dire, historiquement parlant, on a quand même cette crainte de l'étranger. On a cette crainte. On a été tissé serré là, en raison là, de notre histoire. Et ce qui a fait en sorte qu'on fonctionne un peu là, de façon à... On veut vraiment être tous égalitaires et on a une façon de voir les choses que l'autre, on veut pas qu'il y ait nécessairement plus que nous. Oui. On développe une certaine jalousie pour avoir voyagé beaucoup, là. C'est pas de cette façon-là que ça se passe un peu partout sur la planète. Quand je discutais avec des Européens de notre vision des choses, en l'occurrence, la loi sur la santé canadienne et la façon qu'on voit notre système de santé, c'est que notre principe de base ici, c'est qu'il vaut mieux tous attendre longtemps que tous moins attendre, être mieux soignés plus rapidement, mais qu'il y ait certaines inégalités dans le système. Puis lorsque tu discutes avec ça, les gens qui viennent de d'autres pays, ils te regardent de façon un peu étrange, puis ils disent, là, ils veulent pas dire le mot, mais finalement, quand tu continues la discussion, ils disent, mais c'est pas un peu communiste comme façon de voir les choses, ça? Parce que il faut que les gens comprennent que lorsque tu as un système qui veut une égalité absolue et qui a un monopole étatique, inéluctablement, il va devenir très inégalitaire. Pourquoi? Parce que tu vas avoir un système monopolistique d'un côté qui va très mal fonctionner. Oui. Et de façon parallèle, tu vas avoir un système privé qui va prendre de l'ampleur, mais du pur privé. Et c'est ça que j'essayais d'expliquer des fois dans des entrevues que je faisais, c'est qu'on me disait, oui, mais avec votre assurance, vous allez créer un système à 2 vitesses. Mais moi, ce que je dis, il va être moins à 2 vitesses. Parce qu'à l'heure actuelle, l'individu qui a 20, 25 000 $, ou à la limite, là, qui peut aller à l'étranger, voyager, 50 000 à sortir, l'individu qui est riche, qui est très riche, il n'y a aucun problème, il n'attendra pas. Et moi, je suis pas très riche personnellement, mais avec le salaire que je fais, je peux vous garantir qu'une résonance magnétique, j'en ai besoin d'une demain matin, je vais aller la payer 1 500 $. J'attendrai pas dans le réseau public. Et on parle pas d'un gros riche, là, on s'entend. Donc, tu sais, lorsque tu as un système d'assureurs, puis ça a été démontré, puis il y a quand même des papiers de l'Institut Fraser par rapport à ça, par rapport au système allemand, qui est intéressant. Ils ont fait l'expérience. Et tu te rends compte que, oui, il y a certaines inégalités, et oui, il y a certaines assurances à travers les assureurs publics qui peuvent t'en donner un peu plus. Parfois, l'assurance, puis on le voit avec l'assurance médicaments. Au Québec, ça existe déjà. Moi, lorsque j'ai des patients qui ont une assurance médicaments privée, souvent leur assurance leur donne un petit peu plus que la RAMQ. Pourquoi la RAMQ veut pas égaler qu'est-ce que l'assureur privé fait? Là, faut poser la question au ministre de la Santé à cet effet-là. Est-ce qu'on pourrait, moi, si j'étais ministre de la Santé, je t'enlèverais les codes. Personnellement, là, les codes que si tu as besoin de tel médicament, ça te prend un code spécial ou une... Non, si le médecin juge que tu en as besoin, à part pour des médicaments vraiment là, de génération supérieure, là, oui, on s'entend, ça prend des acceptations spéciales puis un spécialiste qui corrobore. Mais il y a un problème là, avec les codes de la RAMQ, tant qu'à moi, là, parce que lorsque tu as l'assurance de la RAMQ en termes médicaments, tu es très désavantagé par rapport à des assureurs privés. Mais c'est à l'État d'upgrader puis d'égaler ce que les assureurs privés sont capables de donner. Mais oui, il va toujours y avoir certaines inégalités. Les inégalités font partie de la vie. Oui. Il faut être capable de l'accepter. Mais à partir du moment où est-ce que tu mets un plancher de base... Peux-tu donner, Karim, m'a donné un exemple? Karim m'a donné un exemple, je ne vais pas te couper, sur ce que tu parles d'inégalité. Moi, là, ce que tu parles de là, moi, je suis assuré. Nous autres, on est une petite PME, là, c'est une petite entreprise. Donc, on n'a pas d'assurance de médicaments privés. Je suis obligé, OK? Je suis obligé, sur mon rapport d'impôt, de payer la RAMQ. Donc, je suis obligé de payer. Mais, entre toi et moi, là, moi, je suis en santé. Mes enfants sont en santé. Ma femme est en santé. On ne prend pas aucun médicament. Parce qu'on fait attention. Mais je paye pour ceux qui ne font pas attention puis qui en ont besoin, sont soit plus vieux, puis ça fait partie du cycle de la vie. Là. Mais je veux dire, dans les faits, moi, si, mettons, je dis, écoute, moi, je n'ai pas besoin d'avoir un système, d'avoir une assurance médicaments. Je vais payer mes médicaments à 100%. Anyway, ma franchise est tellement gros que quand j'en ai besoin, ça me coûte quasiment le prix de la boîte de pilules. Donc, je vais
je vais payer, si ça coûte 200$, je vais payer 200$, puis je ne paierai pas le 1700$ ou 1800$ que ça paye, ce que ça coûte sur mes impôts. Bien, on a décidé qu'on mettait tout le monde dans le même top, tu es obligé de le prendre. Mais c'en est une forme d'injustice. Parce que quand on est dans la collectivité comme ça, ceux qui font attention, ceux qui sont plus... Puis on n'est pas à l'abri d'être malade, même si on est en santé, c'est pas ce que je dis, mais tu mets des chances de ton bord. Donc, il y en a une. Donc, si on essaie de vivre dans un monde où il n'y a pas ces genres d'injustices-là, on ne fera plus rien. Là. Bien, ça a déjà été essayé au 20e siècle, des genres de systèmes comme ça, mur à mur. Et bon, l'histoire nous a démontré que ça n'a pas été très winner nécessairement. Et là, je ne veux pas faire un parallèle. Là. Mais non. Notre société, c'est pas une société communiste, pas du tout. On est dans une société capitaliste, c'est pas ça. Mais c'est que je voulais juste amener en perspective là, pour enchérir par rapport à ce que Jerry disait sur le mode de pensée fondamental dans notre système de santé qu'on n'a pas dans d'autres types de systèmes. Les gens sont bien d'accord que les restaurateurs peuvent se compétitionner, peuvent faire du profit. Je comprends que tu peux pas gérer un système de santé comme tu gères des restaurants. Faut qu'il y ait un plancher de base. Et ce que tu veux, c'est que tu veux qu'il y ait personne qui soit laissé dehors. C'est ça. Tu veux que tout le monde qui ait besoin d'avoir une chirurgie, il l'ait le plus rapidement possible. Mais je dirais, malheureusement, puis, ça dépend là, de quel point de vue philosophique tu te situes, mais malheureusement, cette utopie d'égalité absolue, tu peux jamais bâtir un système autour de ça parce qu'il va s'effondrer, ton système. Et à moins que tu aies juste des gens jeunes et en bonne santé. Quand le système de santé québécois a été bâti dans les années 60, tu avais une population qui était jeune et en bonne santé et c'était pas problématique. Mais plus les années avançaient, plus la population vieillissait, plus tu te rendais compte que c'était problématique. Donc, regardons un peu ce qui se fait ailleurs. Puis moi, je vais continuer là, à essayer de faire de la pédagogie, puis à essayer d'expliquer les idées. Je sais que c'est difficile pour les gens là, nécessairement de comprendre parce que c'est des points qui sont assez techniques. Puis souvent, ben, aujourd'hui, on a la chance d'en parler plus longtemps. La plupart du temps, c'est des entrevues de 6-8 minutes. Donc, faut que tu arrives avec des liners là, très pointus pour essayer de faire passer ton point. Mais souvent, ça passe pas. Eric, c'était fait dire par François Legault. François Legault, il sait très bien là, que il a été briefé sur la plateforme du PCQ, là, ça c'est sûr. Il sait très bien qu'on parlait pas de carte de crédit là-dedans pantoute. Mais il a quand même dit au débat des chefs à Eric, il faut que votre modèle, c'est vous voulez que les gens payent de leur poche. Pas ça du tout. On veut que les gens sortent 0$ de leur poche. On parle même pas de tickets modérateurs, même pas. Et tu as des pays qui sont très gauchistes, qui ont des tickets modérateurs. Nous, on n'a pas, comme le Danemark en l'occurrence. Nous, on n'a même pas voulu entrer là-dedans. Ça fait pas partie de notre plateforme. Et ça ne fera pas partie de notre prochaine plateforme non plus, ça c'est clair. Karim, pour finir, les points, on les connaît, là, les points problématiques. Les opérations, donc les listes d'attente, surtout les opérations que la vie n'est pas en danger. Donc, les genoux, les hanches, un paquet de choses, même les épaules, un paquet d'interventions du genre. Ensuite, l'accessibilité à l'urgence. Bon, c'est sûr qu'il y a des moyens d'essayer de contrôler ça. On a parlé tantôt, entre autres sur le live, de l'implication des infirmières un peu plus au niveau du triage, de pouvoir donner des choses avant que nécessairement de voir un médecin, donc de ne pas encombrer l'urgence pour rien. On pourrait rajouter là-dedans qu'il y a un paquet de gens qui sont là parce qu'on n'a pas de médecin de famille, mais ça, c'est les 3 points. Là. Donc, opération, les listes d'attente, l'urgence qui déborde, mais l'urgence déborde souvent parce que trop de monde n'ont pas de médecin de famille. Je vais te donner mon exemple à moi. Moi, je savais que les cliniques médicales la croient depuis longtemps parce que j'ai le moyen de me le payer, mais je m'en vais à la retraite tantôt. Là. Puis quand je m'en vais à la retraite puis que je fais mes budgets avec le coût de la vie qui augmente, puis tous ceux qui veulent me taxer sur plein d'affaires qui ne sont pas encore arrivées, mais que je sais qu'ils vont arriver, je vais avoir une retraite assez sobre. OK? Je vais avoir une retraite correcte. Là. Je ne fais pas partie des gens pauvres, mais j'aurais probablement pas le moyen en vieillissant de payer 500$ à chaque fois que j'ai un petit bobo pour aller voir un médecin. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Parce que moi, je n'ai pas de médecin depuis que mes enfants ont 2-3 ans parce que notre médecin nous a abandonnés. C'est parce qu'il voulait se concentrer sur donner naissance aux enfants. Tout ça. Donc, il a libéré toute sa liste. Puis nous autres, depuis ce temps-là, on n'a pas de médecin dans le public. Et ça, c'est un gros problème parce que, en plus de moi de m'insécuriser, c'est un peu ce qui m'insécurise d'être au Québec en vieillissant, c'est de ne pas avoir de médecin. Et deuxièmement, veux pas, si j'ai quelque chose, je dois aller à l'urgence. Donc, j'amène mon problème dans les problèmes de l'urgence. Oui, tout à fait.
Et c'est pour ça que quand tu regardes, puis ça, c'est des stats, là, c'est des faits. Au Québec, on a 2,5 médecins par 1000 habitants. Dans la moyenne des pays de l'OCDE, on a 3,5 médecins par 1000 habitants. En Suède, il y en a autour de 6,5 à peu près. Oui, exactement. C'est un modèle qui est un peu extrême sur le nombre de médecins. Là, oubliez ça, on n'arrivera pas là au Québec, là, pas demain matin. Mais tu regardes à peu près, là, si tu prends la moyenne, là, quand tu fais la différence entre 2,5 versus 3,5, tu as quand même un facteur de grandeur assez important entre les deux. Et donc, moi, je serais en faveur qu'il y ait plus de médecins. Vraiment. Et je sais que c'est controversé dans le réseau. On dit qu'il y a d'autres endroits où est-ce que c'est vrai qu'ils ont à peu près... Si tu prends par exemple en Colombie-Britannique, ils ont à peu près le même nombre de médecins, le 2,6, 2,7 par 1000 habitants. Leur système fonctionne mieux, mais c'est pas un des tops sur la planète. Je pense que de vouloir monter assez rapidement à 3 médecins par 1000 habitants, ça serait avantageux. Tu pourrais renforcer la première ligne et renforcer la deuxième ligne parce que souvent, les gens vont en médecine générale versus spécialité à peu près de l'ordre de 50-50, 45-55 à peu près. Okay. Donc, tu sais, il faut que tu renforces aussi la deuxième ligne parce que la première ligne peut être engorgée par la deuxième ligne. Si le médecin de première ligne, parce que son patient n'a pas été opéré, il le voit 5 fois dans l'année pour lui donner une infiltration de cortisone, ben, je veux dire, la première ligne est engorgée en raison de la deuxième. Et des fois, la deuxième ligne est engorgée en raison de la première parce que la première est engorgée. Donc, les médecins généralistes ont tendance à référer plus rapidement des cas qui sont complexes, mais qui seraient quand même capables de gérer à la place du spécialiste. Donc, d'avoir plus de médecins, chez les infirmières, c'est assez différent. C'est que quand tu regardes, on se compare à peu près aux pays de l'OCDE en termes de nombre d'infirmières. On a un petit peu moins. Ce serait bien d'en avoir plus. Je suis tout à fait d'accord d'en avoir plus, particulièrement des praticiennes spécialisées qui sont autonomes, particulièrement aussi là, des cliniciennes qui sont capables de gérer du diabète de façon là, pratiquement autonome. Donc, ça, je serais en faveur. Mais le problème chez les infirmières, il est beaucoup plus structurel, conditions de travail, TSO, gestion chaotique des hôpitaux. On est là-dedans. Les médecins, il y a vraiment un manque statistique à gagner par rapport aux pays de l'OCDE. Et la façon, c'est sûr, c'est long de former des médecins. On a un gros problème, c'est la reconnaissance des diplômes étrangers. Oui, aussi. Juste en France, par exemple, un médecin québécois en France, là, après 3 mois à peu près, il va être prêt à pratiquer. Ici, ça peut dépasser 2 ans. C'est inacceptable. C'est des formations qui sont tout à fait similaires. Et encore une fois, on s'enlise dans cette bureaucratie. Et un des prochains objectifs du PCQ, ça va être de refaire l'organigramme du système de santé. Ça va être un organigramme qui pèse 350 livres à l'heure actuelle et qui va descendre à 250. Mais on peut pas le descendre à 175. Parce que si on le descend à 175, là, il y a des gens... Il va s'écrouler. Là, ça va paniquer comme ça se peut pas. Je veux dire, je vais recevoir là, 58 messages par jour. Là. Je peux pas gérer tout ça quand même, là. Je fais des farces en passant là-dessus. Mais la première portion était vraie. Oh oui. La prochaine étape, ça va être d'amener un organigramme. Mais je comprends très bien ton point, Karim, c'est qu'effectivement, il faut toujours y aller par étapes. Le but ultime, c'est 150, 160 livres, mais tu ne peux pas partir de 350 à 150, 160. Il y a une culture, il y a des années et des années. Tu sais, je veux dire, dans n'importe quel système, quand tu es ancré là-dedans depuis longtemps, tu peux pas changer overnight puis devenir capable de suivre un nouveau modèle comme ça. Il y a des répercussions directes. Donc, il faut être pragmatique, il faut être logique dans notre vision, mais au moins 350 à 250, ça change la game pas mal. Oui, ça changerait beaucoup la game. Ça ferait en sorte, faut toujours que tu prennes le peuple où est-ce qu'il est. Ça, c'est très important. Puis je le dis pas de façon péjorative. Hein. Moi, je fais partie du peuple. Hein. Je suis pas au-dessus du peuple. Je fais partie de monsieur, madame. En santé, je m'y connais plus que je m'y connais beaucoup. Mais sur bien des sujets, là, je suis en dessous de la moyenne. Là. Donc, tu sais, on est dans la vie, on a toutes nos expertises. Puis, j'ai pas de mentalité là, qui est élitiste, pas du tout. Là. C'est-à-dire que moi, je suis un peu intello, oui, c'est vrai. Là. Puis, tu sais, j'aime bien ça, me concentrer sur des réformes de modèles, des choses comme ça. Mais quand c'est le temps de faire d'autres choses, j'ai besoin d'autres mondes. Donc, c'est pas péjorativement que je le dis, mais prendre le peuple où est-ce qu'il est, c'est-à-dire regarder, c'est quoi le peuple québécois? Le peuple québécois, c'est pas les Floridiens. Oubliez ça, là. Et c'est pour ça, et c'est pas les Suédois non plus. C'est pas,
c'est pas les Danois non plus. Il faut regarder un peu. Et au Québec, société extrêmement consensuelle, qui craint le changement, qui craint l'étranger, ça fait partie de l'anthropologie de la nation. Et c'est pour ça que les changements, à un moment donné, faut qu'il y ait un traitement choc, dans le sens qu'il faut changer les choses assez rapidement, mais il faut toujours demeurer dans la fenêtre d'Overton. Parce que si tu t'éloignes de la fenêtre d'Overton, on va s'entendre, là, au Québec, elle est très à gauche, mais si tu peux être quand même pas mal à droite de la fenêtre d'Overton ou pas mal à gauche, mais si tu sors, puis nous, au Québec, on est considéré là, quand même très à droite de la fenêtre d'Overton, quand dans d'autres pays, on serait considéré très centriste. Mais disons que à partir du moment où tu sors de cette fenêtre où est-ce que le discours est audible, ben, il n'y a personne qui va t'écouter. Il n'y a pas un influenceur qui va pouvoir relayer ton message. Et c'est ça qui est important, puis c'est ça qu'Éric essaie de faire, puis moi, je le défends là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui le critiquent beaucoup, Éric, de dire qu'il veut diluer son discours. Tout ça, c'est pas qu'il veut diluer son discours comme tel, mais c'est que le discours se doit d'être audible. Puis il change pas. Le discours est le même. Si tu regardes, là, le discours est tout à fait le même. Moi, je comprends très bien. Mais le ton change, la façon d'amener les choses pour rassurer la population. Puis ça, c'est important de le faire. Sinon, ben, on a un plafond de verre puis on le dépassera jamais. Ça va se situer entre 8 et 12-13 %. C'est à peu près ça. D'accord avec ça. D'accord avec ça. Moi, c'était juste le côté, puis je sais qu'on est rendu trop loin, mais on en jasera un autre tantôt, mais c'était juste le côté nationaliste, puis tout le débat qu'il y a eu alentour au niveau d'immigration où j'étais pas très à l'aise. Ce côté-là, que le Parti conservateur doit être dans une droite modérée parce qu'on est au Québec. Ça, si quelqu'un ne saisit pas ça, là, il manque un bout. Il faut y aller. Il faut comprendre où nous sommes. Il faut comprendre qui nous sommes. À partir de là, il faut y aller par étapes. Si tu y vas trop, et on se bat. Déjà, c'est très modéré. Regardez juste comment les médias se comportent. Imaginez-vous si c'était encore plus à droite. Ça serait impossible de fonctionner. Donc, non, c'est très brillant de le faire. Karim, c'est un plaisir de parler. Sérieux, là, regarde, notre tribune est ouverte quand tu as besoin. Tu parles à Mr. White. Moi, je t'adore. Puis, on a besoin d'entendre ça plus souvent parce que tu l'expliques bien. C'est clair. Tu l'expliques bien, puis moi, je pense qu'il faut t'entendre plus parce que c'est ça qui va réconforter ce... Tu sais, nous autres, les pirates, on est ouverts à ça. Sauf que il y a d'autres, à un moment donné, qui vont se joindre, puis il y en a d'autres qui vont parler à d'autres qui ne sont pas là, puis qui vont raconter un peu ce qu'on raconte. Puis c'est ça qui va faire qu'un jour, les gens vont arrêter d'avoir peur d'un discours un peu différent, parce que là, on peut pas... Je pense que tout le monde est mûr pour du changement, parce que là, les gens savent, malgré qui nous sommes, puis sur quoi on est accroché depuis 40-45 ans, ils savent qu'il n'y a plus rien qui fonctionne comme du monde. Donc là, je pense que dans la fenêtre d'opportunité, elle ne peut pas être plus claire que ça. Et il faut entendre ce genre de discours-là. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu quelqu'un qui explique à tout le monde comment ça marche puis comment c'est clair de même. Donc, bravo, puis tu viens quand tu veux. Écoute, je te remercie, Jeff. Puis si ça te tente, là, étant maintenant directeur de la commission politique, disons que je maîtrise pas mal tous les sujets du parti. Ça fait que si tu me parlais tout à l'heure là, du nationalisme versus... c'est quand même un sujet qui est assez intéressant à développer parce qu'en effet, le PCQ, c'est quelle va être la prochaine étape du PCQ, vers quelle forme de nationalisme il s'en va, parce qu'il y a des factions qui sont assez... je te laisse là-dessus, là, mais si jamais ça te tente d'en parler, ça va vraiment me faire plaisir. Mais c'est que quand tu as un parti qui s'est basé au départ sur les droits et libertés individuels, ce qui m'attire là, vers le parti, là, moi j'en suis, mais tu as des gens d'un petit peu partout qui viennent, hein, et tu as des gens très nationalistes, tu as des gens qui le sont vraiment pas, tu as des gens qui sont des conservateurs fiscaux, tu as des gens qui sont plus des QS, donc tu as quand même un certain amalgame qui est assez difficile à gérer. Puis je terminerai là-dessus. Les gens, soyez un peu cléments quand vous voyez qu'Éric marche sur des œufs dans certaines... quand il va parler dans les médias, c'est que à l'intérieur, souvenez-vous, le Congrès est souverain, et la base, elle est très hétéroclite au sein du PCQ. Oh oui, tout le monde est attaché aux droits et libertés, mais sur d'autres sujets, c'est très hétérogène, puis ça vaudra la peine à un moment donné si tu veux qu'on en parle. Ah oui, on fait ça d'ici 2 semaines, facile. On prend 1 heure, puis on le fait. Ben oui, il faut faire ça. Faut faire ça. Hey, merci, Karim, très gentil. Plaisir, au revoir. Salut, bye.
Karim El Ayoubi, extraordinaire. Sérieux, Karim est excellent. C'est clair. C'est le fun. Ah, regarde. Il y a du bon sang. Ça, c'est sûr. Il y a du bon sang. Il y a du sang de... Il y a du sang de Filion. C'est clair d'où est-ce qu'il vient quand tu l'entends. Hein? Ben oui. Puis quand je le voyais l'autre fois, lors du congrès, je voyais des images. Il ressemble à Marie, sa mère. Il ressemble à ma tante Candide. Il est l'enfer. Il est l'enfer. Puis en plus, l'accent qui embarque par-dessus. Il est extraordinaire. C'est un excellent vendeur. Un excellent vendeur. Éric Duhem est très bon. Mais il faut plus de Karim. Karim doit avoir beaucoup d'exposure. Oui. Il est un excellent vendeur. Il n'y a personne qui peut toucher à Karim. Tu sais, Éric, parce qu'il a déjà dit à la radio, son style un peu plus... ben là, tu sais, ouais, ça, on sait. Mais lui, tu ne peux pas le pogner. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com